Le prix du meilleur réquisitoire pour la session 2018 est attribué à Naïma Moraz. Bonjour, félicitations. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Je sais pas, vous dites un petit mot, pardon. Alors, bonsoir à tous. Je n'avais absolument rien préparé pour ce soir, donc je ne pourrai pas faire un beau discours comme ceux qui m'ont précédé. Je voudrais simplement remercier tous ceux qui participent au sein de la Fondation CEL à ce travail de lutte contre l'exploitation sexuelle. Moi-même, je n'étais pas particulièrement sensibilisée auparavant à ce domaine, et c'est vraiment le travail de l'association au sein de l'école qui m'a fait découvrir plus en profondeur ce domaine-là qu'on cache et qui pourtant devrait nécessiter les efforts de tout le monde. Je suis heureuse d'avoir apporté mon petit caillou à l'édifice, et j'espère que bien entendu la Fondation gagnera encore en notoriété et poursuivra ce travail qui est nécessaire. Je vous remercie. Alors, le prix du public du meilleur réquisitoire 2018 est attribué à Amélie Vivet. On n'y échappe pas. Bonsoir à tous. Je n'avais pas plus anticipé et préparé une quelconque déclaration que mon ancienne camarade de promotion et actuellement ma collègue Naïma. Néanmoins, je suis tout aussi heureuse et honorée qu'elle d'avoir eu l'occasion de participer à ce concours organisé par la Fondation CEL que je remercie vivement, et d'avoir pu apporter une petite pierre encore une fois à l'édifice de la lutte contre l'exploitation sexuelle, qui constitue l'une des causes à mon sens majeures de notre temps, et pour laquelle il convient que chacun d'entre nous se mobilise pleinement. Donc voilà, je vous remercie encore tous. Alors, l'École nationale de la magistrature travaille déjà depuis 5 ans avec la Fondation CEL pour accompagner cette volonté de sensibilisation sur la lutte contre l'exploitation sexuelle. Évidemment, les objectifs de cette association recoupent pour partie les objectifs pédagogiques que nous portons à l'École nationale de la magistrature vis-à-vis de notre public d'auditeurs de justice, donc de futurs magistrats, de futurs juges et procureurs, qui découvrent à l'école, et notamment grâce à des interventions ou des projets comme ceux portés par la Fondation CEL, tous les enjeux et toute la complexité de la lutte contre l'exploitation sexuelle, qui nécessitent pour les parquetiers, pour les juges d'instruction, plus généralement pour les magistrats, une bonne compréhension des mécanismes à l'œuvre, une bonne connaissance du tissu associatif qui est très important dans ce domaine, et une très bonne appréhension des enjeux criminologiques, notamment des outils de coopération internationale, puisqu'un certain nombre des phénomènes auxquels les magistrats sont confrontés et auxquels les jeunes magistrats vont être confrontés, eh bien, ce sont l'action de réseaux, parfois extrêmement structurés, qui agissent dans un cadre transfrontalier et qu'il faut appréhender dans leur totalité si on veut avoir une action efficace, notamment lorsqu'on parle d'enquête et de poursuite des auteurs de ces actes. Qui oserait donc soutenir de bonne foi qu'à 8 ans, qu'à 9 ans, dans un bordel de Phuket, on est en mesure de consentir, lorsqu'on sait ce que ce mot veut dire, à parfois des dizaines de relations sexuelles complètes par jour avec des adultes, parmi lesquels les farangues. Les farangues, ce sont ces touristes, pas nécessairement fortunés, mais qui ont tous pour dénominateur commun d'être sûrs de leurs bons droits, parce qu'ils sont affranchis de leurs contraintes domestiques. Sûrs de leurs bons droits aussi, parce qu'ils se délestent de quelques billets en contrepartie, comme si cela rendait acceptable le fait d'avoir des rapports sexuels avec des enfants. Parce qu'il s'agit bien d'enfants et pas d'autre chose. Les accusés prétendent aussi qu'ils ont agi avec le consentement de leur partenaire. Vous ne vous laisserez pas duper. Il y a dans ces affirmations des relents de racisme si nauséabonds que toute cette salle d'audience en est embaumée. Non, un enfant asiatique n'est pas moins un enfant qu'un enfant français.
Il n'a pas plus envie que l'on s'en prenne à son intimité, qu'on l'emmène dans un lit ou qu'on le traîne dans un coin sombre pour assouvir des fantasmes d'adultes qui dépassent sa compréhension, le prennent par surprise, par contrainte. Sa culture et son milieu ne font pas de lui un petit être lubrique disposé à tous les jeux érotiques. Il ne s'appelle pas Lucas, Jules ou Mathéo, mais c'est bien son innocence que l'on vole, son insouciance qu'on lui arrache, son corps que l'on lui tire. Donc j'ai trouvé que la difficulté finalement de cet exercice, elle résidait dans la recherche d'équilibre entre finalement les deux impératifs de cet exercice. Donc d'une part l'exactitude technique, puisqu'il s'agit d'un cas pratique juridique, et d'autre part finalement l'efficacité politique au sens large, puisqu'il s'agit évidemment pour la Fondation CEL, et à titre tout à fait légitime, d'une opération de communication justement pour diffuser un message et des connaissances, des informations sur l'exploitation sexuelle, qui est un sujet qui est malheureusement fort méconnu. Donc c'est la raison pour laquelle je crois que ces prix sont aussi importants, afin de venir justement au soutien d'une cause qui est une cause très belle et très noble. Ce concours pour moi a été l'occasion de me documenter un peu sur le thème sur lequel portait le cas pratique, donc de manière globale l'exploitation sexuelle, mais plus particulièrement là à l'étranger. Ça a été effectivement l'occasion d'une prise de conscience et j'en ai vraiment énormément appris. Je suis vraiment reconnaissante à la Fondation CEL pour tout le travail qu'elle déploie sur la sensibilisation à la question. Et voilà, pour moi ça a été ce concours un événement marquant dont je vais garder un souvenir prégnant pendant longtemps, et je ne pourrai pas m'empêcher d'y repenser à chaque fois que j'aurai des dossiers qui concerneront cette question de l'exploitation sexuelle. Voilà. Car que serait un marché sans une page internet de présentation des produits ? Par l'intermédiaire d'Internet, Eric V et Mohamed K sont passés d'une activité locale, les clients étant des connaissances ou le devenant de bouche à oreille, à une activité nationale, où tout le monde pouvait user des jeunes filles. Le site doucerencontres.fr, aveuglé par le nombre de ses internautes et le profit qu'il pouvait engranger, a constitué une aide certaine pour ouvrir l'activité des accusés à de très nombreux autres clients. Et puis souvenez-vous de Fatoumata, 14 ans, qui a dit qu'elle avait eu, à cet âge, le sentiment de ne plus avoir le droit de vivre. Elle qui vous a aussi avoué qu'à chaque client, à chaque passe, il y avait quelque chose d'elle qui avait été détruit. Au départ, elles sont tombées amoureuses d'une illusion, juste une illusion, attirées par l'argent facile, en somme un avenir meilleur. Et puis très vite, le désenchantement. Elles ont été happées et manipulées par ces hommes qui ont menacé de diffuser des photos d'elles sur Internet et qui les ont forcées à se prostituer pour payer leurs dettes d'un amour vaporeux. L'épuisement, la terreur, le dégoût, le désespoir, le sentiment de ne plus être qu'une chose qu'on souille et qu'on maltraite, voilà ce qu'elles ont ressenti pendant d'interminables mois. Elles ont bien essayé de se dérober, mais ont vite été rappelées à l'ordre, à coups de claques, de coups de poing, d'étranglement ou de menaces. Le procédé des deux accusés était simple, passer des annonces sur des sites de rencontres très fréquentés, organiser le déplacement et l'hébergement des jeunes filles dans toute la France pour ne pas attirer l'attention, et contrôler leur activité, si besoin en recourant à des anciennes connaissances issues de leur activité de trafic de stupéfiants. Ils choisissent alors de se renouveler, en se tournant vers l'exploitation sexuelle de jeunes filles, adolescentes, souvent mineures, qu'ils recrutent sur les réseaux sociaux et les sites d'annonces en ligne. Contraintes de se renouveler, les deux accusés sont montés d'un cran dans leur parcours délinquant. Le cyberproxénétisme est à ce titre un excellent outil. Par la toile, il est en effet désormais possible de gérer son réseau sans bouger de chez toi. Réserver les chambres d'hôtel, répondre aux demandes, publier les annonces. Et même le petit trafiquant de base peut rapidement se développer tel une start-up. Les prénoms des victimes, dont certaines n'ont pas constitué partie civile par peur de représailles, aujourd'hui je les prononce avec respect. Je veux leur rendre une dignité à ces femmes, je veux leur rendre une existence. Ces prénoms, d'ailleurs, je les apprends peut-être aux accusés, qui ont pris grand soin de ne jamais les mentionner en procédure, en rajoutant l'offense au crime et au délit.
Sur Internet, ils donnaient à ces jeunes filles différents pseudonymes, étant pour eux interchangeables, n'ayant d'existence que par fonction et de fonction que par objet. Alors souvent on nous dit que la prostitution c'est le plus vieux métier du monde. C'est vrai que c'est la plus vieille violence du monde, ça c'est une certitude, comme l'a dit tout à l'heure quelqu'un. Mais pour moi la jeunesse c'est aussi l'avenir, et l'avenir sans prostitution pour moi c'est important. On nous a toujours autorisé, on a toujours autorisé les hommes à acheter des femmes et les femmes autorisées de les vendre. Donc je pense que plus on travaillera au niveau de la jeunesse, plus on travaillera au niveau de la justice et plus les choses vont avancer et moins on aura des femmes vendues et moins d'hommes iront en acheter parce que vraiment ça finit par devenir fatigant de laisser aux hommes ce droit sont les femmes.